un grand plaisir de vous retrouver sur cette chaîne Podcast TV, dans son émission Africa View Débat. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue dans cette émission Africa View Débat. Cette émission est consacrée à l'actualité africaine sur tous les domaines, politiques, économiques, culturels, historiques, et aussi avoir des invités de grandes personnalités. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter mes invités. En haut, je monsieur Amadou Sadou Barry, le professeur de philosophie et directeur de recherche au CAA. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, monsieur Ba, pour l'intérêt porté à nos textes et merci pour l'invitation également. Merci. En bas de monsieur Régis Oumpe, il est analyste géopolitique, directeur exécutif d'Interglobe, conseiller et aussi il est cabinet conseiller spécialisé en communication, stratégie, expertise géopolitique. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon invitation. Merci, monsieur Ba. Enchanté, monsieur Barry. C'est un plaisir. Merci. Plaisir partagé. Monsieur Barry, vous avez vu ce qui se passe en Guinée en ce moment. C'est vraiment déplorable. C'est triste. Donc, étant un spécialiste, quelle analyse faites-vous par rapport aux élections présidentielles en Guinée? Bon, Yvan, encore merci pour l'invitation. Bon, spécialiste, c'est trop dire, mais en tout cas, je suis un observateur attentif de la scène politique guinéenne et des différentes tensions qui l'habitent et des trajectoires qu'elle a pris à travers l'histoire et surtout qu'elle est en train de prendre depuis le coup de force constitutionnel du 22 mars qui a vu la modification de la Constitution. Aujourd'hui, ce qui se passe en Guinée relève deux choses. Premièrement, d'abord que le président Alpha Condé, si vous voulez, a échoué de transformer la culture politique guinéenne qui, à la lumière même de ce qui se passe, demeure encore sous le contrôle de la volonté des individus. Donc cette personnalisation du pouvoir politique et la confiscation même du champ politique qui date de Sékou Touré, et là vraiment il faut le dire, c'est pas quelque chose de propre à Alpha Condé. Nous sommes en face d'une continuité d'un système politique qui a fini par prendre en otage à la fois la population, mais la possibilité même de le penser. Ça d'abord c'est le premier point qu'il faut ici mentionner au-delà même du phénomène Alpha Condé. Deuxième chose, on voit quand même que la représentation du politique demeure encore soumise à des considérations vitales, c'est-à-dire qu'elle est liée à la possibilité de manger, dormir et de boire. Donc cette conception vitaliste du pouvoir empêche aujourd'hui des intérêts personnels qui sont derrière Alpha Condé d'ouvrir une alternance du pouvoir et d'ouvrir aussi l'alternance au pouvoir, parce que les deux choses sont différentes. Donc en conclusion, nous sommes en face vraiment d'un blocage à la fois institutionnel et politique qui empêche justement la Guinée ou les Guinéens de prendre en main leur destin. Bien. Alors, M. Régis, quelle analyse faites-vous? Parce que vous avez vu ce qui se passe en Afrique de l'Ouest en ce moment. Vous avez vu, par exemple, le Burkina Faso, le Niger sont sous la menace des djihadistes. Quant à la Guinée et la Côte d'Ivoire, nous avons vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Donc, quelle analyse faites-vous, M. Régis? Guinée, justement, pour l'ensemble conservateur politique, pour qu'on ait un regard géopolitique juste. Pendant longtemps, un certain ensemble quand même de politiques, d'observateurs et de l'intellectuel, ce pays justement qui a su dire non. Le nom de 58 est un nom quand même qui est lourd de sens. Peut-être que les Guinéens, eux, le vivaient autrement. Peut-être que ce nom, la symbolique du nom de 58 était tout autre pour les Guinéens. Mais pour nous autres qui étions de l'extérieur, qu'on soit béninois, togolais, sénégalais, pendant longtemps, la situation... Ça, c'est un premier constat que je fais. Le deuxième constat que je fais, qui est beaucoup lié justement à la personnalité même d'Alpha Condé. Alpha Condé, pendant longtemps, il incarnait pour l'élite, pour l'élite politique, pour les intellectuels, pour les syndicalistes, pour les opposants politiques africains, une espèce de modèle, d'icône. Et là, nous nous sommes rendus compte qu'à l'épreuve à l'épreuve du pouvoir, cette personnalité politique, justement, s'est mue en quelque chose quand même d'assez désastreux. Donc, ce qui fait que même de la proclamation ou même de l'intention du référendum qui lui a permis justement de basculer vers un troisième mandat jusqu'à l'élection. Et
c'était quelque chose que nous avons observé avec effarement. Et ce compte modèle, justement, s'est dupliqué. Aujourd'hui, nous vivons la situation, même aujourd'hui, samedi 31 octobre, nous vivons en plein dans le cas ivoirien. Et donc, tout ça nous interroge, en fait, sur nos modèles de gestion politique sur le continent africain, même l'idée des alternances politiques sur le continent africain. Donc, qu'on soit guinéen, ivoirien, béninois, sénégalais, nous sommes quand même totalement interpellés. Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, nous devons prendre la parole, bien sûr, à travers les médias, à travers nos écrits, à travers les actions syndicales, quand même pour changer de braquet. Parce que 2020, effectivement, est une année extrêmement difficile pour le monde, et encore plus. Les voix ne se font pas beaucoup entendre. Il y a une espèce dénoncer justement ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, ce qui se passe en Guinée, en Côte d'Ivoire, et certainement qui se passera malheureusement dans d'autres pays. Le cas guinéen est un cas quand même qui est symptomatique quand même de l'échec quand même des élites politiques sur le continent africain. Bien. Alors, M. Barry, comme vous l'avez si bien mentionné, la Constitution, donc parlons un peu de la Constitution. Et aussi, selon vous, quel est le bilan du professeur Alpha Condé? La première question. La deuxième question, c'est la Constitution. Donc, selon M. Alpha Condé, l'accord de Ouaga lui permettait de changer la Constitution. Quelle analyse faites-vous? Effectivement, je veux dire, on pouvait jouer sur les insuffisances justement de l'accord de Ouagadougou en 2010, je crois bien, et jouer sur les interprétations du texte émis, en fait, sorti de ces accords-là. Un texte, rappelons-le, vraiment, qui a été fait sous le contrôle encore de la junte à l'époque au pouvoir, et bien sûr de la classe politique qui a été incluse, mais disons, c'est un texte lui-même qui méritait à ce qu'on le reprenne. Là-dessus, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que le texte de la Constitution 2010 n'a pas été vraiment, si vous voulez, sur le plan symbolique, n'a pas été soumise à l'approbation comme telle du peuple. Et donc, si vous voulez, elle est déficiente en regard de la souveraineté populaire. Ça, je pense qu'on peut, au niveau de l'analyse politique, on peut là-dessus s'accorder. Mais est-ce à dire que cette constitution-là autorisait à ce qu'Alpha Condé se représente pour un troisième mandat? Les textes sont clairs, c'est non. Bon, en fait, on joue quelque part sur les failles de l'accord même de 2010 pour justifier un possible troisième mandat. Donc là-dessus, encore, c'est une stratégie, si vous voulez, non pas de perdant, mais une stratégie qui est connue justement des régimes autoritaires, c'est-à-dire une stratégie qui consiste à instrumentaliser justement les mécanismes démocratiques comme l'élection, le référendum, pour asseoir davantage le pouvoir politique dans sa dimension autoritaire. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a même pas, aujourd'hui d'ailleurs, tous les juristes guinéens, les constitutionnalistes guinéens, leur grande majorité s'accordent pour dire que le troisième mandat est anticonstitutionnel. Alors, on peut même dire qu'Alpha Condé pouvait faire ces deux mandats. Alors, pourquoi ne l'a-t-il pas fait au début de son premier mandat? S'il était vraiment sincère, s'il s'agissait de travailler la Constitution, pourquoi l'avoir fait tardivement? Je veux dire, nul n'est bête. Et comme je l'écris, l'ânerie a des limites. Maintenant, là-dessus, d'ailleurs, ça, on l'a vu aussi, on le voit en Côte d'Ivoire aujourd'hui, lorsqu'on nous dit « je me présente contre ma volonté ». Sérieusement, soyons bien sérieux, les Ivoiriens ne sont pas des cons. Et lorsque Lansana Conté a changé en fait, il n'a jamais manqué d'arguments pour modifier les constitutions en Afrique. Il faut-il rappeler que depuis 2000, plus de 12 chefs d'État en Afrique ont modifié leur constitution pour se maintenir au pouvoir. Bon, là-dessus, ce n'est pas une nouvelle réalité du phénomène politique en Afrique. Il faut même dire aujourd'hui que le changement constitutionnel, donc le refus de l'alternance au pouvoir et du pouvoir, est en train de devenir, si vous voulez, un paradigme de gouvernance. C'est en train de s'installer comme modèle de gouvernance, surtout en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone plus précisément. Pour terminer là-dessus, sur le bilan, vous avez quand même en Guinée aujourd'hui, sous la bénédiction des réseaux sociaux, des plateformes de jeunes comme Ablogui, des jeunes vraiment qui essaient de scruter à la loupe le bilan d'Alpha Condé. Et vous avez des rapports qui révèle que sur ses promesses, il n'a réalisé que 13% de ses promesses. Alors, bien sûr, le rapport explique quels ont été les domaines sur lesquels les promesses ont été réalisées. Bon, dans le cadre des mines, effectivement, il y a eu, si vous voulez, d'exploitation minière, il y a eu des avancées. Mais là encore, il faut, en tant qu'analyste, il faut interpréter, si vous voulez, ces avancées-là, parce que les ressources minières génèrent beaucoup d'argent. Donc, quelque part, travailler à ce que l'exploitation minière puisse être rentable, donc, si vous voulez, satisfaire les promesses en lien à l'exploitation minière,
est dans l'avantage même d'un système économiquement improductif, donc qui cherche toujours, si vous voulez, à contrôler les moyens d'accumulation de la richesse. Donc c'est normal, si vous voulez, dans un régime néo-patrimonial comme la Guinée, que l'on se focus, que l'on se concentre sur le domaine dans lequel des profits seront plus générés. Donc en termes de bilan, on peut dire qu'il y a eu des choses quand même. Il y a eu par exemple la mise au niveau de l'électrification du pays, effectivement, il y a eu des avancées un tout petit peu, des barrages construits ici et là. Sur la capacité énergétique a été améliorée, disons, sensiblement, bien qu'il persiste encore des problèmes énormes d'électrification du pays, d'où d'ailleurs les manifestations de l'étage à Cancan et dans beaucoup de régions du pays. Mais en termes, de manière générale, si on lit son bilan sur le plan de la justice socio-économique, malgré qu'il y a eu la mise en place de dispositifs comme l'ANIES, qui est l'Agence nationale d'insertion sociale, et ou de la FODEL, ou même de l'ANAFIC, bon, c'est tous des dispositifs de redistribution des richesses, mais en fait, on constate pour terminer qu'il n'y a pas eu de traduction en termes de justice sociale et politique, même de l'exploitation des ressources minières qui a quand même généré beaucoup de fonds depuis les années 2017. Donc, en général, moi, je pense que le bilan est aussi, il faut analyser son bilan en tenant compte des situations humaines, sociales et politiques dans l'ensemble du pays. Le chômage, par exemple, la condition des femmes, la condition des enfants qui demeurent précaires, les jeunes qui quittent, écoutez, la Guinée. La Guinée aujourd'hui est rendue le premier pays en termes de demandeurs d'asile en Europe, en France, même ici au Canada d'ailleurs, les Guinéens, je vois beaucoup de Guinéens qui demandent de l'asile. Beaucoup de Guinéens. Donc là, le désir de désertion ravage une jeunesse. Et de là à parler donc d'un bilan qui serait positif, comme le président, par exemple, des conseillers comme Rachid Ndiaye, je pense que c'est ne pas prendre en considération tout ce qu'on appelle le champ politique et l'organisation de la vie politique, à savoir l'humain, le social, l'économique et le politique. Bien. Monsieur Régis, nous allons parler aussi de le changement de la constitution, c'est-à-dire la Guinée, la Côte d'Ivoire. Et aussi, on va parler de plus en Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, c'est les élections présidentielles, comme je l'avais si bien dit. M. Ouattara a changé la constitution, nous avons vu les conséquences de fur et à mesure. On a même brûlé quelques bulletins de vote aujourd'hui. Donc, quelle analyse faites-vous par rapport à cela, le changement de la constitution, le non-respect des règles de la démocratie? Monsieur Barry l'a rappelé, effectivement, les changements de constitution ne sont pas une nouveauté, c'est juste un instrument qui depuis, allez, restons encore davantage contemporains, depuis 2000, il y a eu, depuis les années 2000 jusqu'à 2020, il y a eu environ 25 chefs d'État, 25 constitutions qui ont été instrumentalisées, qui ont été tripatouées, qui ont été changées de façon à ce que justement les présidents en exercice puissent se représenter. Et sur les 25 cas, il y a environ 18 qui ont pu, on va dire, entre guillemets, à la fin donc, de ce tripatouage de la... Malheureusement, de nos pays qui, entre guillemets, auraient pu représenter une espèce de document sacré qui fait que justement chacun de nous s'y plie, le respecte. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. En Côte d'Ivoire, on l'a vu, le président ivoirien, il y a encore quelques temps, avait pris l'opinion nationale, donc son opinion ivoirienne et l'opinion internationale à témoin, et avait clairement émis le vœu de retourner justement auprès de sa famille et donc de laisser quand même une nouvelle génération se présenter. Il se trouve que c'était son premier ministre et qui très malheureusement, très tragiquement est décédé. Et voilà M. Ouattara justement à la fin de Ouattara. Personnalité justement qui pourrait le remplacer et qui pourrait au pied levé donc se présenter au nom du RHTP. Ça dit deux choses, parce que je pense quelque part c'est même un échec même pour le président Ouattara, mais au-delà du président Ouattara, c'est un échec pour nos dirigeants, parce qu'ils arrivent où ils estiment qu'ils sont omniscients, omniprésents et qui disposent donc de l'exclusivité du pouvoir. Mais en deux, ils n'arrivent pas à transformer les faits, à créer justement une génération justement qui pourrait succéder. Donc, un leader ou un chef d'État qui n'arrive pas à créer, qui n'arrive pas à mettre en place les conditions de sa propre transition
on peut clairement le dire, c'est un homme politique qui est en échec parce que l'espérance de vie, déjà, même sur un plan biologique, quand même, elle est peut-être 80, 90 ans. Mais donc, l'idée, c'est que nos chefs d'État, justement, aujourd'hui, pensent qu'ils sont les seuls et rien que les seuls. Et le biais de la Constitution n'est qu'un instrument. Malheureusement, les constitutions, justement, elles sont changées parce que non seulement elles sont changées à la fois par le biais d'Assemblée nationale, qui sont elles-mêmes devenues des caisses d'enregistrement. Parce que le problème, il est très profond. Qu'on organise un référendum ou qu'on décide par le biais de l'Assemblée nationale de changer une constitution, ça dit tout, ça dit tout des pouvoirs en place. C'est qu'il n'y a pas l'assurance, même ces pouvoirs ne sont pas assurés quand même à la fin de leur mandat de bénéficier d'une retraite paisible. Et ce n'est pas une raison, justement. C'est pas une raison parce qu'on ne peut pas allonger ad vitam aeternam les mandats. Deux mandats, c'est assez suffisant dans la vie d'un homme politique ou d'une femme politique. 2 mandats, c'est suffisant. Après, il faut préparer la suite, il faut préparer la relève. Et qu'on soit en Côte d'Ivoire, qu'on soit en Guinée ou au Ghana, il faut préparer la relève parce que la relève, justement, elle existe. Il y a dans chaque parti, il y a des jeunesses qui sont quand même très offensives. Dans chaque gouvernement, il y a quand même des jeunes qui ont entre 30, 40 ans ou peut-être même 50 ans et qui sont à même quand même de prendre le pouvoir. On ne peut pas estimer qu'un homme politique, justement, parce qu'il estime que il a devant lui ce que j'appelle l'éternité du pouvoir. Et ça, c'est un drame contre lequel nous devons jouer. Et malheureusement, je pense que même la CEDEAO, malgré les accords justement qui ont été faits sous le biais ou sous la bannière de la CEDEAO, ce sont des accords justement qui sont totalement irrespectés. Et moi, je reste très réaliste, hein, mais je suis convaincu que peut-être les générations qui viendront, peut-être les nouvelles générations donc, qui sont incarnées aujourd'hui peut-être par des sociétés civiles qui sont très dynamiques sur le continent africain, changeront de braquet. Et la Constitution deviendra quand même un livre sacré. La Constitution, pour moi, c'est un livre sacré. Pour moi, c'est le livre sacré de la République et qu'on doit respecter jusqu'au bout. Et malheureusement, aujourd'hui, les chefs d'État que nous avons le foutent aux pieds. Et ça, c'est quelque chose, justement, qui fait que nous assistons donc à des violations des libertés publiques, nous assistons à des manifestations, à des référendums tronqués, malheureusement, avec des morts. En Guinée, j'imagine, il y a eu plus d'une 50aine de morts. En Côte d'Ivoire, c'est pareil, et dans d'autres pays. Et je pense qu'aucune élection ne mérite qu'une seule vie humaine ne soit arrachée. Aucune élection. Parce qu'après, je ne sais pas, le président, il faut dire la vérité. Est-ce qu'ils sont prêts à gérer le pays? L'idée et non de postulat de diriger quand même des pays cimetières, alors là, je pense que nous sommes, entre guillemets, pour parler un peu communément, nous sommes un peu mal barrés sur le continent africain. Bien. Mais non seulement ce que M. Mpé vient de dire est tout à fait juste, et une opinion à l'égard de laquelle j'exprime toute ma solidarité, mais il faut surtout voir de quelle manière le gouvernement en Afrique et en Guinée se rapportent à la Constitution. Il y a toujours un rapport instrumental à la Constitution. C'est-à-dire que la Constitution ne pose problème que lorsque la question du pouvoir est en jeu. Je veux dire, il y a beaucoup de violations graves des droits de l'homme dans nos pays, mais jamais la Constitution n'intervient pour porter, si vous voulez, pour juger, ou en tout cas les responsables de ces crimes-là. Je veux dire, en Guinée, il n'y a aucun crime presque qui a été jugé depuis les années 58. Nous connaissons le Camboiro, nous connaissons tous les événements tragiques du stade 28 septembre et consorts. Donc, il y a des jeunes qui ont été tués justement par les forces de défense. Et en Guinée, depuis Sékou Touré, en passant par Alassane Conté jusqu'à Denis Camara, aujourd'hui jusqu'à Alpha Condé. Mais jamais là, on convoque la Constitution pour dire, en regard de la Constitution, comment juger les personnes qui sont responsables. Non. Donc, en matière de justice sociale, d'égalité politique, en matière de construction de l'unité nationale, jamais on parle de Constitution. La Constitution, elle est importante que lorsqu'elle est en jeu, la fin du second mandat présidentiel. Et là, on a les présidents qui vous disent, contre ma volonté, je vais présenter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme M. Mpé le dit, il faut aller vraiment au-delà même de la question constitutionnelle et voir que le problème principal, justement, si vous avez un groupe de personnes et qui osent remettre en question justement le fondement même d'une société, à savoir la Constitution, c'est parce que justement, la question du pouvoir n'a jamais été posée, à savoir le contrôle du pouvoir et sa surveillance. Les institutions africaines et guinéennes en particulier n'ont pas cette capacité de contrôler, de surveiller le pouvoir, de sorte que la gouvernance, elle se présente d'une manière qui dissocie la charge publique
de la responsabilité. En Guinée, aucun ministre n'est responsable, aucun. Je veux dire, les infrastructures sont impraticables, il y a des gens qui meurent, hein, des usagers de la route qui meurent, mais le ministre des Transports publics, Moustapha Naïté, n'est pas du tout inquiété, parce qu'il est rassuré justement par des structures d'intérêt qui protègent justement ces ministres-là. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut aborder, et moi je pense qu'au-delà du troisième mandat, il faut poser la question fondamentale en Guinée, en Afrique, de la légitimité du pouvoir politique. Comment des Africains, des Guinéens, des Béninois, des Congolais, comment nous voulons vivre sous l'autorité du pouvoir public qui sont indépendants de la volonté tyrannique des individus. Bien, M. Barry, on va parler aussi, parce que vous avez même mentionné l'armée et les forces de l'ordre. Donc, nous avons vu hier la visite d'Alpha Condé à l'armée, c'est-à-dire il a été au camp militaire. Samé Touré, eux aussi, il a été au CMIS. Et aussi, il a même défendu les forces de l'ordre. Après avoir tué plus de 30 personnes, après avoir commis ces massacres, il a même mentionné qu'il n'y aura plus de zones non-droit. L'acte doit être comme n'importe quel endroit. Il faut que les gens sachent maintenant que l'autorité de l'État va s'appliquer. Qu'est-ce que vous en pensez de cela, M. Paris, après avoir tué plus de 30 personnes et maintenant le président de la République se déplace dans les casernes en démontrant que l'armée a très bien joué son rôle? Là encore, peut-être pour donner la parole à M. Longpé, il faut voir, il faut comprendre le fonctionnement d'une culture politique autoritaire. C'est-à-dire que là elle est basée, le pouvoir exécutif en Guinée depuis 1958 est légitimé par l'armée. Il y a une militarisation du politique en Guinée. Donc le fait qu'Alpha Condé ait été un civil ne veut pas dire que le fondement du pouvoir est demeuré civil. Jamais en Guinée, et dans beaucoup de pays africains, la souveraineté populaire a fondé le pouvoir politique. Je veux dire, aujourd'hui, l'analyse même du concept de légitimité, la compréhension même du champ politique guinéen montrerait que nous assistons à une structuration, si vous voulez, militaire du champ politique lui-même. Donc c'est normal, alors que face à des violences extrêmes, qui ont vu quand même des morts d'hommes, des jeunes qui ont été sauvagement assassinés, d'autres même des chars passés sur eux, des filles, des viols, je veux dire, à ciel ouvert, des biens personnels qui ont été enfin, maison saccagés, bien que certains jeunes sont livrés à des actes aussi qui sont odieux et condamnables, comme l'incendie du train en Guinée, tout récemment, mais il reste que c'est normal qu'Alpha Condé aille au chevet de l'armée, parce que son pouvoir tient à l'armée. Si jamais il y avait dissidence aujourd'hui au sein de l'armée, c'est la fin de règne. C'est une fin de règne. Ne pensons pas qu'aujourd'hui, la voie légale va régler le problème guinéen, parce qu'il n'a jamais existé de voie légale, ou du moins la légalité n'a jamais organisé la vie sociale en Guinée. Donc moi, ça me fait rire quand les gens parlent d'user de la voie légale. Cette voie légale, elle est formelle. Et justement, tout le régime politique autoritaire consiste en une instrumentalisation du formalisme démocratique. Donc c'est tout à fait normal qu'Alpha Condé ne parle pas des jeunes qui sont morts au niveau de l'axe, et même au-delà. Il ne parle pas des jeunes qui ont été sauvagement réprimés par justement la force de défense et sécurité. Qu'il aille au chevet de l'armée, ben, c'est pour montrer que, en tout cas, lui, de son côté, il soutient l'armée. Quelles que soient les violations graves auxquelles l'armée se commet, il est aux côtés de l'armée. Donc, quelque part, sur le plan symbolique et même sur le plan du renforcement du pouvoir, l'armée voit ça comme étant quelque chose comme un soutien. Donc, il y a une réciprocité de soutien qui fait qu'entre l'exécutif et l'armée, le nœud sera difficile, si vous voulez, à dénouer. Monsieur Redis, qu'en pensez-vous de cela? Monsieur Barry, oui. J'ai écouté de façon très, très quand même assez curieuse et plutôt effarée ce matin, donc le président Condé, justement, donc sur un média international, dire tout son soutien à l'armée. En réalité, moi je prends le problème à l'envers parce qu'en communication, je pense qu'en fait, c'était une façon aussi de solliciter encore davantage le soutien de l'armée. Le propos qui consiste justement à le chef de toutes les armées, de toutes les armées guinéennes, mais par définition, ce propos, pour moi, je l'ai compris, en fait, c'était une façon aussi quand même de ressolliciter davantage, de relégitimer la violence qui a été exercée donc, contre la société civile, contre les jeunes, et en prenant l'armée à la fois en tant qu'allié et témoin. Et malheureusement, ce qu'on retrouve, parce que, et ça, c'est quand même un problème qui est récurrent, nos armées n'ont pas pu suivre, enfin, il y a quand même un problème de maturité quand même des armées aujourd'hui. Le bras armé
les armées africaines, ou même certaines armées africaines, justement, se livrent corps et âme, justement, à la survivance d'un régime qui lui-même est en quête de légitimité. La légitimité d'un pouvoir, elle émane des unes, elle émane de la population, elle émane de la jeunesse, elle émane des soutiens de la communauté nationale. Mais que le président Alpha Condé, il n'est pas le seul, retourne vers l'armée, ça dit quand même quelque chose, ça dit quelque chose d'assez effarant. Et je crois clairement qu'aujourd'hui, il vit une espèce de solitude du pouvoir. Et la solitude du pouvoir aujourd'hui, il a besoin d'alliés. Alors que son meilleur allié aurait pu être la population guinéenne, le peuple guinéen. Mais aujourd'hui, retourner à l'armée, malheureusement, nos armées sont instrumentalisées. Mais ne soyons pas absolus. Bien sûr, il y a des pays des pays sur le continent où les armées sont professionnelles, sont républicaines, et même parfois vont jusqu'à, même si par définition on parle de la grande muette, mais il y a quand même quelques armées qui envoient le signal qu'elles sont surtout là quand même pour préserver les acquis démocratiques de nos pays. Et par contre, il y a aussi dans certains pays, justement, l'armée corps et âme, justement, elle se livre à un régime. Et ce que moi je retrouve aujourd'hui, c'est que l'armée guinéenne, même au-delà de l'armée guinéenne, parce que malheureusement le cas guinéen est un cas symptomatique qu'on peut retrouver sur d'autres pays, sur le continent africain, nos armées aujourd'hui doivent apprendre à être... Elles sont au service de... Pour mater des manifestations. Moi, ce que je veux que l'armée, nos armées, en plus dans les contextes sécuritaires qui sont très fragiles sur le continent africain, que nos armées aillent se positionner justement aux frontières, qu'elles fassent vraiment un travail quand même de préservation et de sauvegarde de nos intégrités, de nos souverainetés nationales, qu'elles soient justement positionnées pour lutter contre les instabilités, qu'elles soient territoriales ou qu'il y ait des incursions djihadistes. Je ne veux pas retrouver des armées justement qui entrent dans la population civile, et justement parce que quand on retrouve quand même 20, 30, 40, 50 morts, mais c'est 50 morts de trop. Et malheureusement, c'est devenu le quotidien de nos pays africains. Et certaines armées, justement, jouent à ce jeu. Et je suis d'accord avec M. Barry, quelque part, il y a pas aussi, il y a une espèce comme d'impunité à la fois des régimes qui nous dirigent et même de nos armées. Le jour où nous aurons des systèmes judiciaires solides et qui pourront mettre à la fois et les armées et les donneurs d'ordre, je peux vous assurer que le changement de paradigme se fera de façon très, très naturelle. Mais si nous sommes dans des systèmes judiciaires quand même qui sont tronqués, qui sont viciés justement par la corruption, mais à la fois le pouvoir législatif, le pouvoir juridique, l'armée et le pouvoir exécutif constituent justement un corps, et ce corps justement, il cherche à préserver sa survivance, il cherche à durer, et malheureusement, il dure souvent contre la vie des populations qui, elles, justement, en bout de ligne, sont martyrisées, sont maltraitées et parfois tuées dans les conditions que nous avons évoquées. Bien. Monsieur Barry, nous avons vu ce qui s'est passé précisément à Kankan et aussi à l'Abbé, à l'interdiction de M. Cellou Dalein Diallo d'entrer à Kankan dans ce territoire guinéen. Et aussi, nous avons vu ce qui s'est passé à l'Abbé concernant le cas du Premier ministre. Donc, peut-on dire que certains pays africains sont en otage de l'ethnocentrisme, par exemple la Guinée, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite? Écoutez, pour le problème ethnocentrisme ou ce qu'on appelle le communautarisme, enfin, à tort d'ailleurs, parce que c'est pas ça le communautarisme, moi je pense que si on avait une lecture, si vous voulez, des sentiments d'appartenance ethnique en Afrique ou en Guinée, et la manière dont celles-ci cohabitent les uns les autres, on verrait qu'il n'y a pas en soi, le communautarisme en soi ne pose pas problème, parce que vous constaterez vous-même qu'avant, le problème le communautarisme devient problématique que lorsqu'approchent les élections, que lorsqu'il y a des élections, c'est là où on parle du problème communautaire. Mais bien avant les élections, c'est comme si ce n'existe pas. Donc, en soi, non seulement c'est tout à fait normal qu'une personne se définisse comme étant Peul, Malinké ou Djoula, ou je sais pas, c'est fait partie de la définition de soi que souvent de revendiquer des univers culturels et symboliques. Je veux dire, ça, personne, même dans les pays occidentaux, hein, au Québec ici, les Québécois se définissent comme étant des Québécois, et non, enfin, dans leur grande majorité, et non pas comme des Canadiens. Donc, le sentiment d'appartenance ethnique, je pense que ça, c'est humain, et on n'y peut rien. Le problème, c'est, si vous voulez, comment sur le plan politique, justement, faire en sorte que ces communautés-là vivent ensemble, paisiblement, et sous les rapports de la justice, de l'égalité, de la liberté. Donc c'est là où en Afrique on a échoué.
C'est-à-dire que il n'y a pas une organisation politique, justement, du sentiment d'appartenance communautaire. Moi, à la limite, j'estime que si les Africains, ou en Guinée en particulier, l'on veut souscrire, l'on veut maintenir l'existence des communautés, pour ma part, ce n'est pas mon choix, mais je veux dire, sur le plan de la réflexion, a priori, ce n'est pas un problème. Il restera simplement à donner un cadre politique, un cadre éthique de cette vie commune entre les communautés. Or, c'est justement cette réflexion sur la vie commune, cette réflexion sur les conditions éthiques, d'abord les conditions éthiques d'un vivre ensemble, qui n'ont jamais été soulevées depuis les indépendances. Et ça, c'est propre pour l'ensemble des pays africains, même pour un pays comme le Sénégal au temps de Léopold Sédar Senghor. Alors, dire ça aujourd'hui, c'est clair que vous exposez beaucoup de critiques parce que Senghor est un mythe, mais lorsqu'on voit tous les problèmes qu'il a eu avec Cheikh Anta Diop, les tentatives même de musellement, l'on constate que la question de la vie commune, la question fondamentale éthique de la vie commune n'a pas été posée. Donc en Guinée, le fait que Souleymane Diallo n'ait pas pu entrer à Cancan ou que le cortège de Kassou Fofana a été pris à partie sauvagement par des gens d'Alaba, dit quoi? Que la Guinée n'a pas justement de dispositif de sécurité publique qui sécurise même les responsabilités politiques, les responsables politiques, pardon. Bon, la sécurité publique n'existe pas. Sinon, comment expliquer qu'un responsable aussi important de l'opposition, qui est Souleymane Diallo, n'ait pas accès à une ville guinéenne, enfin une région comme celle du Cancan, et que Kassou Fofana soit pris à partie à Dalaba. Donc la sécurité publique n'est pas effective. Ça, d'abord, c'est un échec de l'État. Au-delà de la question communautaire, il faut lire ce phénomène-là comme un échec de l'État. Moi, je ne cesse de dire que le problème en Guinée, en Afrique en général, je ne pense pas que ce soit d'abord la question communautaire ou ethnique. Non, il ne faut pas être pris au piège d'une telle lecture de le problème politique. Le problème est éminemment politique, à savoir que la vie commune, le pouvoir des individus ou le pouvoir des publics, justement, n'est pas public. Parce que lorsqu'il n'y a pas de règles communes qui gouvernent une population, lorsqu'il n'y a pas de règles communes qui définissent le permis et l'interdit, ben, l'idée de public même ne peut pas exister. L'espace public en Afrique n'existe pas. C'est les espaces privés. Il y a une extension radicale et dangereuse des volontés individuelles. Toute personne qui détient ne serait-ce qu'une parcelle de pouvoir exerce son pouvoir de manière abusive. Donc, tous les espaces ont été privatisés. Dans ce cadre-là, je vois mal comment dire que le problème, c'est l'ethnocentrisme. Bien. M. Rezis, pensez-vous qu'à la fin, M. Rezis, je voudrais qu'on... C'est très intéressant ce que dit M. Barry parce que sur même la notion de vote ou de vote ethnique ou de vote communautaire, pour moi, le fait ethnique ou le fait communautaire n'existe pas en Afrique en fait. On peut être Soussou, Kankan, Fon, enfin, et là je déborde dans d'autres pays, Fon, Yoruba, Peul, et il n'y a aucun mal à revendiquer son ethnie ou sa communauté d'appartenance. Mais ce dont on se rend compte très rapidement, c'est que 1 an ou 6 mois avant les élections, le torchon rouge quand même du fait ethnique commence à être agité. En fait, il y a une instrumentalisation des ethnies. Et ça profite beaucoup quand même au personnel politique, parce que par définition, le personnel politique africain travaille davantage plus à créer des mini-États ethniques et non des États-nations. On est très qui sont fondés justement en fonction de l'ethnie ou de la communauté d'origine. Et tant que les hommes politiques sur le continent africain ne réfléchiront pas par la nation et continueront de réfléchir à la fois au bout de leur ethnie, nous assistons toujours quand même à ces problèmes de vision et de division et de violence interethnique. Sinon, pour moi, par définition, le fait ethnique n'est pas enjeu de division, c'est plutôt une richesse. Et comme je le rappelle, qu'on soit Kankan ou Soussou ou Peul, quelque part, c'est une richesse. Et quand on voit pour moi, je suis d'origine, moi, je suis béninois, mais je me vois ou je me définis d'abord en tant que béninois avant de penser d'abord à mes deux ethnies, qu'elles sont mon ethnie maternelle ou mon ethnie paternelle. Je ne vois pas en quoi je donnerais le primat à mon ethnie, alors que même quand on regarde la structuration de nos États et quand on lit l'histoire de nos États, de Bismarck en 1885 jusqu'en 2020, aujourd'hui, il faut que nous travaillions davantage à la consolidation d'États-nations. Et après, effectivement, justement, moi, je le dis clairement,
l'ethnie est une richesse et l'ethnie ne doit pas être ventilée comme un torchon à la veille des élections. Et malheureusement, qu'on agite beaucoup sur le continent et les hommes politiques instrumentalisent le fait ethnique ou le fait communautaire et malheureusement pour des fins pour les fins à la fois désastreuses que nous connaissons, que nous voyons à chaque élection aujourd'hui en Côte d'Ivoire, justement, on peut être, pour moi, on peut être, quand on est ivoirien, on peut être ivoirien d'origine burkinabé, on peut être ivoirien d'origine sénégalaise, on peut être ivoirien et quand on est guinéen, on peut être guinéen d'origine béninoise, mais quand on est guinéen aussi, on peut être Soussou, on peut être Cancan. En réalité, pour moi, je pense qu'il faut que nous arrêtions sur le continent, que les hommes politiques, que le personnel politique arrête justement de diviser sur. Nous avons trop d'enjeux, il y a trop d'enjeux sur le continent africain pour nous limiter de façon rabougrie à nos ethnies et à nos communautés d'origine. Nous avons mieux à faire. Nous avons d'abord à construire nos États-nations et après à construire nos sous-régions et après à construire le continent africain. Parce qu'à cette échelle, nous ne sommes quand même que des petites particules à l'échelle de la mondialisation. À l'échelle du monde, nous ne sommes que des petites particules. Et c'est ça, moi je pense que quand même, il y a un discours quand même qui est beaucoup évité pendant les campagnes électorales. Vous entendrez très peu parler. Terminer, dire que ce que tout à l'heure, M. Mopé disait. Ok, M. Barry, parce que je voudrais qu'on avance un peu là, vous avez vu, donc je voudrais que vous pouvez ajouter quelque chose, mais je voudrais vous demander une question concernant. Alors, pensez-vous qu'Alpha Condé et Alassane Ouattara ont des maladies du pouvoir et comment? Ben, en fait, ce que je voulais ajouter, c'est de dire effectivement que l'ethnie elle pourrait être une richesse dans la mesure où aujourd'hui on exploite intelligemment les valeurs de solidarité que souvent portent nos ethnies. Hein. On ne cesse de dire qu'en Afrique, l'Afrique c'est le continent de la solidarité. Le communautarisme, c'est contre l'individualisme libéral. L'Occident, c'est l'individualisme. Mais malheureusement, on constate que l'Occident individualiste, aujourd'hui, c'est les pays où les gens veulent venir, ou en tout cas, les gens cherchent un abri. Donc, il y a quand même, c'est un peu contradictoire de dire que ici, nous sommes sur la tyrannie, alors que nous, en Afrique, c'est la solidarité, mais on ne voit pas sur le plan politique la traduction d'une telle solidarité. Donc là-dessus, on peut exploiter le sentiment d'appartenance ethnique. Alors, en ce qui concerne la maladie du pouvoir, moi je pense que c'est pas... Oui, cette lecture médicale, elle y tient dans le sens où les gens veulent ils n'arrivent pas à se détacher, ils n'arrivent pas à se sortir de se soigner de ce virus-là qui consiste toujours à s'accommoder l'autoritarisme et à l'utiliser pour le mettre au service justement de maintien de pouvoir. Mais je pense qu'il faudrait entendre ce qu'on dit ici, là-dessus je rejoins sur beaucoup de points, M. Mopé et moi, c'est de dire que c'est maladie du pouvoir ou si vous voulez, un pouvoir non pensé. Et ça je pense, c'est la problématique aujourd'hui qu'il faut soulever, surtout au niveau de la jeunesse africaine. C'est-à-dire les indépendances africaines n'ont pas permis d'affronter de manière sérieuse la question du politique en Afrique. Moi, j'ai eu à l'écrire dans une tribune publiée au Point Afrique et sur le site de Wati, c'est-à-dire que la question du politique, comment gérer les interactions humaines, comment, par exemple, gérer la relation aux deux humains, comment organiser la vie commune, sur quels principes, sur quelle base, sur quelles valeurs organiser. Cette question n'a pas été posée aux sorties des indépendants, alors même que la lutte anticoloniale pouvait permettre de le faire, parce que la lutte anticoloniale, elle s'est construite, si vous voulez, sur des considérations normatives, à savoir plus de justice, de dignité, d'égalité. Donc, qu'est-ce qu'on en a fait, nous, Africains, de ces valeurs-là? Quand vous voyez qu'au lendemain de la colonisation, s'est épanoui en Afrique des régimes totalitaires ou autoritaires qui ont maintenu le parti unique. Pensez le PDG de Sékou Touré. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une logique où le problème, ce n'est pas la maladie du pouvoir. Nous sommes en face de cultures politiques qui n'ont pas pris au sérieux la question de la dignité humaine et qui n'ont pas pris au sérieux, justement, toutes les considérations éthiques qui précèdent, justement, à l'exercice du pouvoir. Comment vous expliquez aujourd'hui en Guinée qu'aucun ministre ne rendait compte, que la fonction publique a été ethnicisée, que l'idée même d'une fonction publique est un non-sens. Parce que comme je l'expliquais, l'idée de public n'existe pas. Vous voyez, donc comment vous expliquez dans ce cadre-là que c'est normal alors que les gens confisquent le pouvoir, parce que la lutte pour la question du pouvoir devient une lutte pour la survie. On n'est pas là dans des programmes qui s'affrontent ou dans des considérations où des hommes politiques ont une vision de ce qu'ils appellent à tort la nation guinéenne ou la nation béninoise. Non, pas du tout, parce que justement, les fondements
politiques n'ont pas été posées. Donc, moi, je ne parlerai pas de maladie de pouvoir, bien que je ne suis pas contre ce concept-là, mais je parlerai plutôt d'une défaite de la pensée. Je parlerai plutôt d'un échec moral, et même, j'irai plus loin pour l'Afrique, civilisationnel pour penser l'humanité de l'homme en Afrique, parce que depuis longtemps, depuis le XVe siècle, on a nié que nous étions des hommes. On avait nié que l'Afrique pouvait s'élever à la raison, que nous pouvions penser une vie commune sensée. C'est comme si, a posteriori, et c'est là le drame, a posteriori, c'est comme si l'Afrique, ou certains pays africains, pas tous, là, avaient un peu légitimé, avaient donné raison justement au fondement qui justifiait le colonialisme. Je vais comment vous expliquer qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire, après si vous voulez, des guerres civiles, nous sommes encore dans un contexte où les gens parlent d'une possible guerre civile. Donc là-dessus, il faut dépasser le concept de maladie du pouvoir, mais parler plutôt d'un échec moral et même civilisationnel en lien à la question de la dignité humaine. Bien. M. le Président, d'après vous, quel est le rôle de la CEDEAO, de l'Union africaine dans les crises politiques africaines? Et aussi, pensez-vous qu'Alassane Ouattara et Alpha Condé ont des maladies du pouvoir et comment? Effectivement, la maladie du pouvoir, elle aurait pu se traiter avec un médecin qui est le peuple. C'est le peuple, justement, c'est le docteur peuple, c'est le docteur. Mais malheureusement, ce docteur, on ne va même pas le consulter. Et puis, en fait, la maladie reste, en fait, le malade reste toujours grabataire. Et pour le coup, Condé ou Ouattara sont vraiment de grands malades grabataires. Parce que le docteur pays, le docteur peuple n'a pas été sollicité. Et on va dire clairement les choses, parce qu'on est on est en train de filer la métaphore médicale. La CEDEAO, l'Union africaine, aurait pu représenter l'hôpital. L'hôpital, justement, qui est vers lequel on se tourne quand les mots s'additionnent les uns sur les autres. Aujourd'hui, l'hôpital que constitue la CEDEAO aussi, il est malade. Nous avons un hôpital qui est malade. La CEDEAO est malade parce qu'elle-même, elle se vautre dans des turpitudes, justement, qui font celle, justement, de passer des accords qui ne sont jamais respectés. La CEDEAO, aujourd'hui, évidemment, a tenté des médiations. Parfois, elle est même couplée avec des médiations de l'Union africaine, parfois avec des médiations du système des Nations Unies. Et il y a eu zéro effet, zéro impact quand la CEDEAO s'est déplacée sur le continent africain, quand elle s'est déplacée en Guinée ou en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, personne ne peut me dire, en fait, en fonction des médiations ou des accords de médiation, aujourd'hui, quelle a été la réalité quand même de l'action, de l'impact de la CEDEAO. Aujourd'hui, la CEDEAO, aujourd'hui, pour moi, elle aussi, elle est quand même une espèce, elle est aussi à la croisée des chemins. Elle vit aussi une crise. Il y a une crise interne à la CEDEAO aujourd'hui. Je trouve que c'est une CEDEAO à la fois qui ne respecte pas, qui n'est pas en accord avec les aspirations des peuples. Pas pour rien que beaucoup parlent de définir la CEDEAO comme le syndicat des présidents. Elle aurait pu être l'organisation fêtière justement de toutes les organisations civiles du continent africain. Elle aurait pu être justement cet hôpital vers lequel on se retourne quand la maladie a atteint un stade critique. Mais aujourd'hui, les jeunesses africaines, les organisations civiles africaines n'ont aucun intérêt à recourir vers la CEDEAO. La CEDEAO a réussi quelque chose. Effectivement, c'est un marché commun. C'est un marché commun, sur le plan économique, commercial et financier, il y a des efforts justement qui sont très louables sur la CEDEAO. Même par définition, c'est bien qu'au départ, c'est quand même une communauté économique. C'est pas pour dire qu'on parle de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Elle a voulu étendre son rôle vers le politique, vers le diplomatique, vers la gestion des géopolitiques. Et moi, je pense que c'est tout à son honneur. Aujourd'hui, la CEDEAO, aujourd'hui, elle doit être réinventée sur le plan politique aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, elle est incarnée quand même parce que, en fait, la CEDEAO, en réalité, c'est la réplique institutionnelle de tout ce qui se passe, de toutes les turpitudes politiques sur le continent africain. Ouais. Tant qu'on ne redéfinira pas le logiciel d'action et de pensée de la CEDEAO, on aura toujours des crises. La CEDEAO enverra des médiations qui sont forcément... Moi, je pense qu'en fait, très souvent, il y a des observateurs électoraux qui sont de très grande qualité. Au sein de la CEDEAO, il y a quand même des diplomates de renom. Mais la réalité, c'est que les accords, les travaux qu'ils mènent n'ont aucun effet. Ce n'est pas tant lié aux personnalités, mais c'est plutôt l'institution elle-même qui vous permettait de mourir et se régénérer. Donc, j'écrivais dans un journal sénégalais tout récemment que la CEDEAO doit se réinventer ou périr. Et pour nous, Ouest-Africains, nous travaillerons davantage à ce qu'elle se réinvente, qu'elle soit plus proche des aspirations des peuples et non qu'elle meure, parce qu'on a quand même besoin, quand même, à l'échelle sous-régionale, d'avoir une institution quand même qui parle pour nous, qui défende les intérêts des populations et non qui soit une caisse de résonance justement du dictat des chefs d'État africains. Bien.
Ah, ok. Monsieur Barry, pensez-vous que la CEDEAO et l'Union africaine ont une part de responsabilité à ce qui se passe en Guinée, en Côte d'Ivoire ou bien d'autres pays africains? Et aussi, peut-on dire que le compromis est l'un des problèmes en Afrique? Vous savez, en Afrique, il y a toujours des compromis. On ne respecte pas les règles de la démocratie. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cela, Monsieur Barry? Non, moi je suis d'accord avec l'analyse. Hein. C'est-à-dire que, mais il faut voir comment fonctionnent les institutions sous-régionales et si vous voulez, continentales. La CEDEAO et l'Union africaine sont des institutions qui sont fondées sur la souveraineté des États. Bien que cette souveraineté-là, encore, on attend toujours de voir sa réalité, si vous voulez. En tout cas, depuis les indépendances, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que veut dire souveraineté en Afrique quand les pays sont financés à coups de millions de dollars. Même les élections à certains pays sont financées par l'extérieur et que les observateurs internationaux viennent observer le déroulement des élections. C'est quand même assez curieux de voir que certains osent, dans ces considérations où ils sont sur perfusion internationale, parler de souveraineté de l'État. Mais il faut dire que c'est la nature même de la CEDEAO ou l'Union africaine, c'est comme les Nations Unies actuellement aussi, dans la question de la résolution de paix. C'est des institutions qui sont structurellement, si vous voulez, fragiles, qui sont faibles, parce que ce sont les États qui décident. Il n'y a pas au sein de la CEDEAO un organe qui transcende les États, qui déciderait de la manière dont la CEDEAO conduit les opérations diplomatiques en Afrique. Bon. Mais ce qu'il faut constater quand même par rapport au troisième mandat, c'est qu'il y a des dissensions au sein de la CEDEAO. Bon, il y a des dissensions. Si vous prenez le Niger, par exemple, on sait que le Niger n'est pas du tout d'accord avec la logique d'Alpha Condé et d'Alassane Ouattara. Et si vous prenez aussi, comment s'appelle, le président Oumarou, qui a publiquement dit que le troisième mandat est un coup d'État. Voilà. Et même le président Macky Sall ne s'explique pas clairement, mais on constate qu'il y a un malaise par rapport à ça. Donc, si vous voulez, qu'Alassane Ouattara, lui, ne dise rien, on comprend pourquoi. Donc, si vous voulez, le fait que les organisations soient basées sur le principe de la souveraineté des États, formellement en tout cas, rend un peu difficile qu'elles puissent agir de manière positive, de manière efficace au sein et surtout, comme l'a dit tout à l'heure M. Ampé, qu'elles répondent justement aux objectifs de justice et d'égalité des peuples qui justifient son existence. Quand vous lisez le texte de la CEDEAO, c'est très bien, hein, sur le plan des droits de l'homme, mais comment la CEDEAO peut répondre à ces obligations si les États mêmes qui l'organisent sont à l'interne incapables ou font de la violation des droits humains une stratégie politique? Vous voyez, donc ça justement, c'est une chose qu'il faut aborder. Moi, je pense que je suis d'accord pour dire qu'il faut réinventer la CEDEAO. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut un leadership. Il faudrait qu'il y ait des États comme le Niger, malgré certaines difficultés qui persistent, le Nigeria, malgré tout ce qu'on a actuellement en termes de violation, enfin de violence policière au Nigeria, comme le Sénégal, ces pays-là qui prennent le leadership pour dénoncer clairement les possibilités de troisième mandat, quitte à froisser par exemple le voisin ivoirien ou guinéen. Mais il faut que les États prennent le leadership. Écoutez, ça ne fonctionne pas. Il faut que nous autres Africains, Ouest-Africains surtout, que nous ne soyons pas à l'avant-garde du recul du continent africain. Non. Mais tant qu'il n'y a pas de leadership, tant que tout le monde joue un peu la stratégie du hérisson, ou en tout cas le langage diplomatique, dire que l'élection en Guinée s'est bien déroulée, ok, on comprend, oui, effectivement, il n'y a pas eu d'incident, mais qu'en est-il de la transparence? Lorsque au sein même de la CENI, il y a eu dissension, lorsque les associations de la société civile ont révélé des irrégularités, mais qui crèvent les yeux, est-ce qu'on peut se contenter de dire que c'était juste paisible? Qu'en est-il même de l'indépendance de la CENI? Je termine là-dessus, quant à CEDEAO elle-même, elle rend objective la liste électorale d'un pays. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce pays-là ne peut pas organiser une élection. Je veux dire, quand un pays ne peut pas, après 60 ans d'indépendance, dit-on, se doter d'une liste électorale crédible, je veux dire, on ne peut pas parler de souveraineté en mode d'élection. Donc la CEDEAO elle-même, moi je pense, et d'ailleurs au niveau du KS, au niveau du centre d'analyse, on l'a proposé déjà comme note politique, c'est que la CEDEAO puisse se doter d'un organe à son sein même, qui prend en considération les problèmes institutionnels et structurels qui empêchent les pays d'organiser des élections transparentes et crédibles. Ça commence par quoi d'abord? Par le registre de l'état civil. En Guinée, on ne sait pas combien de personnes décèdent par jour ou par année. On n'a aucun compte exact sur le nombre de décès, le nombre de mariages, le nombre de naissances. Donc, c'est la question même de l'organisation rationnelle de l'espace de la population qui n'existe pas. Comment vous expliquer que il y a des gens encore qui travaillent pour la fonction publique, mais qui vivent au Canada ou en France? Donc, le registre de l'état civil lui-même est défectueux. Alors, dans ce cas-là, la CEDEAO, je pense que pour se restructurer, moi, je suis pour la CEDEAO. Moi, je suis pour l'Union africaine. Mais il faudrait vraiment, moi, j'invite les États
comme le Botswana par exemple, des États comme encore le Sénégal, comme le Ghana, à prendre le leadership africain de dire assez, c'est assez. Il faudrait que nous donnions raison aux luttes anticoloniales. Sinon, c'est une défaite. Sinon, nous justifions par là les arguments esclavagistes et colonialistes. Nous devons, nous autres Africains, respecter à l'intérieur de nos frontières la dignité des populations. Il ne faut pas attendre des ONG occidentales, de Paris, de Washington, d'Ottawa, de Bruxelles, qui nous disent quoi faire en matière de droits de l'homme. Il faudrait que l'homme de couleur noire, là je vais loin, que l'homme de couleur noire en Afrique puisse voir sa dignité se faire honorer et respecter. Ça prend un cadre politique. Malheureusement que les indépendances ont échoué à penser comme tel. Bien. Monsieur Régis, avant que vous rebondissiez sur ça, je voudrais vous poser une question. Pensez-vous que l'Afrique a besoin de nouveaux leaders? Oui, totalement. Je pense qu'aujourd'hui, M. Barry terminait son propos par quelque chose qui m'intéresse, le narratif africain. Le narratif aujourd'hui africain, la valeur symbolique du narratif africain, justement, elle n'est pas souvent dictée, elle n'est pas souvent élaborée, elle n'est pas souvent écrite par des Africains pour des Africains. Effectivement, comment voulez-vous, et il a pris un exemple quand même qui est symptomatique, comment voulez-vous organiser, dans le cadre de l'organisation de vos élections, dans le cadre même, les élections, justement, c'est le symbole même de la vitalité démocratique, et recourir à l'aide, au soutien à la logistique internationale, d'où qu'elle vienne. Je pense que, en fait, si nous voulons en Afrique être souverain et digne, en fait, il faut qu'on commence par nous-mêmes, par contribuer spécifiquement à nos élections. Si on ne le fait pas, après, c'est bien facile parce qu'après, moi, bien sûr, il y a des leaders africains, il y a des États africains, après, à contre-courant, après, qui se retrouvent très, très, très artificiellement panafricanistes ou panafricains, parce que justement, parce qu'il y a eu un coup de semonce de Washington ou de Paris. Et ça, c'est quelque chose de très symptomatique de ce qui se passe sur le continent africain. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, est-ce que nous sommes suffisamment souverains, suffisamment indépendants? Ça, c'est une question qui peut être même d'ordre philosophique. Monsieur Barry pourra même davantage même rebondir sur les aspects philosophiques même de cette question. Mais la souveraineté ne se déclare pas, elle ne se décrète pas. Bien sûr, ça fait 60 ans que la plupart des pays africains sont indépendants, mais le sommes-nous effectivement clairement, il faut se dire la vérité. Oui, non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la question à la fois du narratif, de l'action, du dynamisme, de la vitalité politique de ce continent, elle n'est pas. Enfin, cette question, elle n'est pas encore assez appropriée par les Africains. Et c'est la question du leadership, vous avez bien raison. Ça fait quand même bien longtemps qu'effectivement, nous n'avons pas eu sur le continent des voix qui transcendent tout. Nelson Mandela, effectivement, était quelqu'un qui, de par sa stature, de par son aura, avait quand même quelque chose, ce supplément d'âme, justement, qui arrivait justement à unir, à fédérer tous les pays africains. Aujourd'hui, nous n'en avons pas. Maintenant, au sein de la région ouest africaine, au sein de la CEDEAO, vous l'avez bien rappelé, je pense que le président nigérien Mamadou Issoufou, par l'exemple qu'il a donné, effectivement, c'est quelqu'un, effectivement, qui s'est dit, effectivement, j'ai fini mes 2 mandats, je pars. Et il a bien raison. Pour moi, c'est quelque chose de louable, mais dans un monde idéal, c'est assez normal. Il n'était même pas félicité. Voilà. Il a fait cette mandats, il part. Aujourd'hui, nous sommes obligés, nous sommes pratiquement contraints de prendre pour exemple des gens des hommes politiques qui ne font que ce qui est normal. Parce que tout autour, nous avons quand même, de façon superflue, des anormalités quand même qui constituent la règle. Aujourd'hui, la règle sur le continent africain, en région ouest africaine, c'est la normalité, c'est l'illégalité, c'est l'inconstitutionnalité. M. Barry a évoqué le cas du Nigeria. Le Nigeria, effectivement, aujourd'hui est soumis à des violences policières quand même qui sont comme d'importance et qu'il faut dénoncer. Mais en même temps, je pense que le Nigeria, aujourd'hui, a la capacité quand même de s'imposer comme un leader. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous manquons de leaders. Nous manquons de pays leaders. Parce que malheureusement, ceux qui, à un moment ou à un autre, auraient pu être des leaders naturels aussi tombent dans les travers. Aujourd'hui, c'est assez compliqué quand même de dire aujourd'hui sur le pays, sur le continent africain, de citer 4 ou 5 présidents justement sur lesquels nous pouvons nous fonder. D'une question, il y a un deuxième sujet qui m'intéresse aussi et que j'ai remarqué très généralement dans les débats, dans les débats politiques africains, on a souvent une immersion ou une espèce comment je vais dire,
de survivance quand même du discours victimaire concernant la colonisation. Aujourd'hui, moi, ce dont moi je suis quand même heureux, c'est que de plus en plus, il y ait des leaders africains, des jeunes africains qui disent clairement, qui mettent ça de côté, qui disent aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que nous payons nos élections, nous payons nos développements. L'Afrique aujourd'hui, nous pouvons créer un développement endogène. On n'a pas besoin de la main. Oui. C'est tellement un autre débat. Mais pour moi, l'aide publique au développement dont on parle, justement, pour moi, elle n'aide pas plus qu'elle ne développe. Elle n'aide pas plus qu'elle ne développe. C'est quelque chose pour moi quand même qui crée de l'irresponsabilité politique, qui crée de la soumission. Et aujourd'hui, moi, j'en suis heureux qu'aujourd'hui, de plus en plus, qu'il y ait des voix, justement, et qui n'en veulent plus du tout. Parce que je pense que nous avons aujourd'hui la capacité de créer quand même des conditions de développement endogène. Et commencer par pas créer des conditions de développement endogène, c'est pouvoir payer nous-mêmes nos élections, c'est pouvoir nous-mêmes faire vivre par nos propres ressources la vitalité démocratique de nos pays. Bien, donc je vais rebondir sur ça. Donc, comme vous l'avez si bien mentionné, nous allons parler aussi des organisations des élections en Afrique, comme vous l'avez vu, comme le cas de la Guinée, le fait que l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique ou bien l'Union africaine, ainsi de suite, s'ils arrivent à dénoncer que les élections ne sont pas très bien déroulées dans certains pays africains, le fait que le président, c'est lui-même qui a dépensé, qui a contribué concernant les élections, ils se disent que maintenant, personne n'a le droit de dire quelque chose. Oui. Cette élection parce que c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai dépensé, ainsi de suite. Donc, c'est quelque cas qu'on devrait parler de plus aussi, M. Barry. Vous pouvez rebondir sur ça. Et aussi, j'ai d'autres questions pour vous, M. Barry. Donc, faut-il continuer d'organiser les élections présidentielles en Afrique? Ou bien, selon vous, à quoi servent les élections dont les résultats sont déjà connus en avant? Écoutez, de dire que l'Union européenne et les États-Unis n'ont pas financé les élections et donc que cela devrait impliquer de leur part un silence. Moi, je pense que c'est un argument, c'est pas un argument du tout, ça. L'Union européenne, la Guinée dépend beaucoup de l'Union européenne et Dieu seul sait combien ce pays-là, son improductivité au niveau national, enfin au niveau local, lui conduit à s'extérioriser. Je veux dire, encore faut-il savoir qui a financé ces élections-là. Dire que nous-mêmes l'avons financé au prix de quel pompage des caisses publiques, enfin des caisses dites publiques. Et voilà, donc il faut aussi souvent... Écoutez, moi je trouve l'attitude de l'Europe et des États-Unis louable, bien que souvent elle-même, cette attitude-là varie en fonction des contextes, il faut le reconnaître également, donc il ne faut pas non plus être dupe à cela. Je pense que l'Europe et les États-Unis sont fatigués d'Alpha Condé, ils ne voient plus l'intérêt de le soutenir. Et est-ce que cela va se traduire par une influence et des sanctions au niveau économique pour conduire le régime à plier? Je ne sais trop, on va voir la suite des choses. Mais... moi, j'avais déjà écrit, avant même les élections, depuis 2019, dans une tribune parue dans Le Monde, que non seulement le problème, la crise politique, la nature de la crise politique dépasse la personne d'Alpha Condé, donc il faudrait mettre en cause, il faudrait instruire le procès de la culture politique guinéenne, mais surtout que les élections en Guinée n'ont pas de sens, elles n'ont aucun sens, parce que, écoutez, les élections ont une fonction, si vous voulez, démocratique, une fonction de représenter le peuple, une fonction de donner une voix à chaque personne, une fonction d'égalité. Il y a une fonction aussi qui est de pacifier, si vous voulez, la lutte pour la conquête du pouvoir. Donc, il y a des fonctions aux élections qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas voir le jour en Guinée, parce que justement, la culture politique empêche que l'élection joue son rôle, justement, comme tel. Et depuis 1993, à la première élection en Guinée, toutes les élections en Guinée ont été contestées. Toutes les élections en Guinée, préélectorales et post-électorales, ont été accompagnées de violences et de crimes. Donc moi, je m'étonne même aujourd'hui qu'en 2020 encore, et à la fois la classe politique guinéenne, incluant l'opposition, personne n'a posé ce problème de la conflictualité électorale en Guinée. La CENI, son indépendance, son manque d'indépendance ne date pas d'aujourd'hui. Écoutez, le président Alpha Condé aujourd'hui a dit en 93, lorsque on a déclaré l'Ensemble Conté vainqueur, que ces élections-là, c'était un coup d'État. Alpha Condé l'a dit aux journalistes du Monde à l'époque. Donc voilà, donc les élections ont toujours généré des conflits. Pourquoi, justement? C'est parce que le pays n'est pas souverain en matière électorale. Et là, bon, c'est pas se répéter que de dire, on n'a pas organisé, on n'a pas rationalisé, si vous voulez, l'organisation de la population sur le territoire. Lorsqu'on saura combien de personnes naissent en Guinée par jour, combien décèdent, combien se marient, c'est quoi le statut des personnes,
lorsque les villes seront administrées de manière rationnelle, dans ce qu'on appelle l'administration de territoire public, donc l'organisation de territoire, lorsque les gens seront redistribués sur l'espace territorial de manière raisonnable, on verra que même la question de la liste électorale va être résolue. Donc pourquoi au Canada, un grand pays comme le Canada, les élections ne prennent pas 72 heures ou une semaine pour avoir des résultats? Le soir même, on sait qui est le vainqueur. C'est parce qu'il n'y a pas de décentralisation qui est abusive. Le pays est organisé sur le plan administratif. Donc les élections en Guinée, elles n'ont pas de sens en ce sens-là. Elles n'ont pas de sens parce qu'elles ne remplissent pas leur fonction. Elles n'ont pas de sens parce qu'elles sont dans des conditions justement qui les empêchent de jouer leur rôle. C'est pourquoi moi je me dis, pour terminer, peut-être qu'on terminera bientôt, c'est de dire que les conditions ne sont pas réunies pour que l'élection joue son rôle démocratique. Et c'est dommage de voir que la lutte pour la conquête de pouvoir, en Guinée ou en Afrique en général, aucune institution nationale ne peut arbitrer ce conflit-là. Aucune. Même la Cour constitutionnelle guinéenne. C'est pourquoi tout à l'heure, monsieur, on peut parler de l'illégalité qui est la norme, mais c'est absolument vrai. Donc, à quoi sert d'aller devant la Cour constitutionnelle lorsqu'on sait même qu'elle est elle-même problématique? Donc, la voie légale n'ayant jamais été effective, je vois mal comment aujourd'hui parler d'élection. Et ça, vraiment, c'est le grand génie des autoritarismes africains que d'avoir instrumentalisé les dispositifs démocratiques dans les années 90. On a beaucoup parlé d'espoir démocratique, au Bénin, de réconciliation nationale. Les philosophes comme Ibussi Boulanga en ont parlé. C'est vrai, mais les démocraties des années 90 ont eu une phase hybride. C'est-à-dire qu'on a maintenu les structures néopatrimoniales intactes et qu'en face, on a présenté une façade démocratique. Pourquoi? Pour légitimer le pouvoir au niveau international. Parce que bénéficier des fonds de l'ONU ou des grandes puissances, ça prend un pouvoir légitime, nous dit-on. Donc, quelque part, on a maquillé l'autoritarisme en démocratie pour avoir de l'argent. Et ça, c'est révélateur d'une chose. C'est-à-dire quoi? Les aspirations démocratiques en Afrique n'ont jamais eu encore de fondement endogène. Et là, Joseph Kizerbo, le grand historien africain, le disait déjà dans toute son œuvre. Il faut éduquer ou périr, un de ses titres, ou encore, il faut des voies qui sont endogènes du développement, comme le rappelait tout à l'heure M. Ompé. Oui, je suis d'accord avec M. Barry, parce que sur d'ailleurs même la capacité institutionnelle de nos États quand même à s'approprier quand même cette grande mode de la démocratie. Moi, j'ai beaucoup de mal à parler de démocratie bien sûr, c'est un concept hélène, c'est un concept qui vient d'assez loin. Je parle davantage plus de processus de démocratisation ou d'essai démocratique. Et il y a eu un leurre dans lequel nous nous sommes tous engouffrés. Effectivement, il y a quelques pays justement qui ont essayé justement cette démocratie, ou qui ont essayé justement de mettre en place, pour moi, ce que j'appelle des artefacts de démocratie, alors que la réalité, elle est toute simple. C'est un autoritarisme bonté, en fait, parce qu'en réalité, quand on regarde la structure même politique de pas mal de pays, il y a quand même le monopartisme qui est très présent. Il y a le monopartisme quand même qui était quelque chose qu'on pensait écrouler avec le mur de Berlin. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez les animations, la façon dont les pays sont animés politiquement sur le continent africain, mais vous vous rendrez compte qu'il y a 2-3 grands partis qui sont très très proches du pouvoir et qui justement fédèrent autour d'eux tous les clubs électoraux. Et puis les syndicats, les voix dissonantes, les partis d'opposition n'existent plus. Et malheureusement, pendant longtemps, nous avons été bernés. C'est un leurre justement pour capter quand même des fonds internationaux, pour se donner l'image de pays qui avançaient, mais en réalité, quand on regarde de l'intérieur et si on fait un examen de conscience quand même très lucide, quand même, on est à milieu quand même de la démocratie. Et moi je pense que la démocratie, qu'on traite la démocratie même, que ce qu'on fait ça n'est pas idéologique, philosophique ou politique, je pense qu'aujourd'hui, elle n'est pas assez ancrée dans les coutumes, dans les us, dans les réalités du continent africain. On continue de faire la démocratie, on continue quand même de calquer ou de calquer la démocratie occidentale avec... je pense que la démocratie, ça peut être un concept très universaliste, mais moi je suis convaincu que
dans nos pays, il faut retourner quand même à certaines valeurs, il faut retourner à certains préceptes. Parce qu'après, c'est facile de dire, oui, nous avons organisé des élections, nous avons un pouvoir législatif, nous avons une assemblée nationale, nous avons une liberté de presse, nous avons une liberté d'opinion. En fait, nous sommes comme vous. Et parce que nous sommes comme vous, donc, entre guillemets, ne venez pas quand même nous chercher des poudres sur la tête. Alors qu'en réalité, pour peu qu'on soit observateur quand même des dynamiques politiques sur le continent africain, on se rend compte quand même de la distorsion entre le discours et la réalité intrinsèque que vivent au quotidien les populations et les personnels politiques sur le continent africain. Je pense qu'il y a un gros travail, effectivement, qui est un travail à la fois de réflexion, mais aussi il faut agir. Et dans l'action, moi, je vois davantage, je vois de plus en plus quand même des organisations de jeunesse, des organisations de femmes, des clubs, des think tanks qui sont très, très dynamiques et qui se posent la question. Aujourd'hui, je pense que de 90 à aujourd'hui, si on fait le bilan, il faut qu'on soit lucide et qu'on se dise, non. Après, quand même, je pense qu'en réalité, nous avons plus reculé, nous avons bien redressé. À part quelques pays, il y a des pays qui sont exemplaires. Et là, je prends le continent africain dans son intégralité, qu'on soit au Botswana, tout récemment aux îles Seychelles. Le 25 octobre, il y a eu des élections où le président de lui-même a appelé son challenger pour le féliciter. Ce qui est normal, mais nous sommes obligés aujourd'hui, nous sommes contraints de le rappeler comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est triste, mais c'est la réalité du continent africain. Le jour où, à la normalité, il y aura des alternances qui vont se dérouler comme il faut, ça va devenir quelque chose d'assez classique et on aura. Mais j'y crois, j'y ai foi, mais c'est à force de travail, puis il y a aussi quand même un travail de conviction. À quoi croyons-nous sur le continent africain et où voulons-nous aller? Bien. Monsieur Barry, quel est votre mot de la fin? Écoutez, le mot de la fin, si c'est possible de tirer une conclusion sur ce que vit la population en Afrique, en Guinée en particulier, aujourd'hui, dans ce chaos politique, oui, où règne carrément la terreur, où l'armée essaie de jouer sur la stratégie de la terreur pour imposer une élection qui, à mon sens, a été inutile. Et voilà, bon, écoutez, le mot de la fin, c'est de dire aujourd'hui, moi, je ne m'adresse plus même aux autorités politiques en Guinée. Moi, quand j'écris maintenant ou quand je parle, c'est au niveau de la jeunesse, nous les jeunes, parce que je constate quand même moi, je suis ravi de voir qu'au Bénin, au Sénégal, au Mali, même en Guinée, des jeunes blogueurs, des jeunes de la société civile qui essaient de monter des projets extraordinaires, qui n'ont jamais fait l'Occident, mais qui ont vraiment une imagination, une créativité, une résilience. Je pense que même si l'Afrique aujourd'hui a un visage positif, c'est au niveau de sa jeunesse. Mais ce qui m'inquiète aujourd'hui, quand j'observe par exemple le gouvernement d'Alpha Condé, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des jeunes, certains jeunes, ou certaines jeunesses, surtout qui viennent de l'Occident, qui, si vous voulez, qui se prévalent de leur expérience occidentale, qui rentrent en Afrique et qui réactivent, qui se réapproprient les logiques anciennes. Moi, je pense des ministres en Guinée qui sont jeunes aujourd'hui, qui auraient pu apporter du neuf, qui auraient pu apporter une nouvelle manière d'exercer le pouvoir, mais finalement qui se sont accommodés du pire. Alors, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est cela. Donc, au niveau de le mot de la fin, c'est nous les jeunes. Qu'est-ce que nous voulons comme avenir? Qu'est-ce que nous voulons de notre humanité? Qu'est-ce que nous voulons comme représentation collective de nous-mêmes à la face du monde? C'est ça aussi qu'il faut s'y poser au sein même des activités de la jeunesse aujourd'hui. Sans oublier qu'il y aurait des contradictions au niveau de la pensée, sans oublier qu'il y aurait peut-être des débats, mais l'objectif doit être commun, à savoir essayer aussi de s'éduquer chez nous, soigner chez nous, de manger chez nous et de ne pas se livrer, si vous voulez, au tragique qui consiste à rejoindre l'Europe par l'océan. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est cela. Il faudrait que nous, les jeunes, partout où nous sommes aujourd'hui, nous travaillons sur le plan intellectuel à penser le pouvoir et sa légitimité, à penser la vie commune, mais sur le plan pratique, à nous engager mutuellement pour rendre possible une dignité longtemps brimée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous, la jeunesse, nous devons nous réapproprier la lutte anticoloniale, cette fois-ci les diriger, non pas contre la France, mais contre nos dirigeants eux-mêmes, contre la classe politique, même les opposants qui laissent traîner les problèmes liés à l'indépendance de la CENI et qui, une fois aux élections, dit que la CENI n'est pas indépendante. Mais attends, on le savait depuis longtemps que la CENI n'est pas indépendante. On savait depuis longtemps que la CENI ne peut pas avoir une liste électorale crédible. Donc, faut-il attendre les élections pour faire sortir le peuple? Non. Moi, je pense même qu'il faut revoir aujourd'hui la pratique de l'opposition en Afrique. Donc, moi, je tiens beaucoup à l'espoir de la jeunesse. Et ceux et celles qui vont nous entendre, c'est de dire qu'aujourd'hui, malgré nos différences sur le plan intellectuel, il faudrait que nous battions intelligemment
moralement, pour sauver quelque chose qui reste de la dignité en Afrique. Monsieur Régis, avez-vous quelque chose à rajouter? Monsieur Barry a tout dit. Je pense que sur le destin du continent africain, il y a quelque chose justement qu'il a rappelé, c'est la vitalité de cette jeunesse, qu'elle soit sur le continent ou qu'elle soit à l'extérieur. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager, quelque chose qu'il faut promouvoir. Et puis il y a aussi un piège. Le piège qui a été justement rappelé, c'est que très généralement, il y a des jeunes qui justement ont la capacité de faire du pouvoir quelque chose, on aurait pu penser quelque chose d'innovant, mais qui retrouvent des réflexes passistes. Et comme on le dit, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est la roue continue de tourner, mais dans le très très mauvais sens. Mais moi, ce dont je suis convaincu, c'est que de plus en plus dans les forums, dans les actions, il y a une jeunesse, il y a des jeunesses africaines de la diaspora, et même au-delà en fait, et qui veulent se réapproprier le discours de la dignité et de la souveraineté du continent africain et qui y travaillent, et qui agissent au quotidien. C'est pas juste de la rhétorique ou de la théorie, il y a de façon pratique qui forment et qui informent, parce que le destin du continent, il n'y a que les Africains pour de le mettre en route. Et moi je le dis clairement, il n'y a personne, à part les Africains, je suis assez catégorique là-dessus. Le destin africain, il sera d'abord fait, construit par les Africains, pour les Africains. Après, s'il y a des mains, s'il y a des énergies qui ont un regard africaniste, qui veulent travailler à ce débat, à cette rectification de ce que nous en disons, pourquoi pas? Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous réapproprions l'histoire, à la fois sur le plan de la communication, sur le plan de la philosophie, sur le plan de la géostratégie, sur le plan de nos doctrines militaires, sur le plan de nos doctrines philosophiques, sur le plan de la politique en général. Et je crois que c'est peut-être à ce moment-là qu'on pourra avoir des élections stables, qu'on pourra avoir des élections transparentes et inclusives. Et moi, j'en suis convaincu, le rôle des femmes aussi, c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner. La centralité quand même des femmes aujourd'hui dans beaucoup de ce qui se passe sur le continent. Je ne dis pas qu'il y a un leadership féminin tout particulier, mais ce dont je suis convaincu, c'est que l'apport substantiel des femmes sera toujours enrichissant pour la bonne marche de nos affaires sur le continent africain. Et je voulais donc vous remercier pour cette belle émission. Remercier M. Barry. Et merci à vous, M. Ompé. J'en suis convaincu ensemble que nous travaillerons à la fois à la construction de nos pays et de notre continent. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci, M. Régis, M. Barry. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, M. Barry. Merci. Pour avoir écouté cette émission Africa View Débat. N'oubliez pas de vous abonner sur mes comptes sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Alors là, vous ne manquerez jamais une autre émission. Merci beaucoup. À la prochaine.